Bienvenue à Culture Express, votre émission sur l'actualité culturelle sur la télévision nationale du Burkina. Pour ce numéro en actualité culturelle, nous aborderons donc la labellisation du chapeau de Saponé, la sortie de la compilation de contes du collectif des artistes paroliers avec les conteurs Toudeba Bobélé, Afissata Koulibaly et Wilfried Ouetraogo. En dernière partie d'émission, nous recevrons donc le monde du cinéma. Puis tout au long de l'émission, je serai en compagnie de Moumouni Yerbanga, journaliste à Radio Jeunesse. Bonjour. Bonjour Marie, et bonjour fidèles de la télévision nationale du Burkina, notamment ceux qui sont fidèles à l'émission Culture Express. Super. Nous partons directement juste après ce qui suit pour l'actualité culturelle. En actualité culturelle, donc, on parlait donc de la labellisation du chapeau de Saponé, objet artistique culturel. Le chapeau de Saponé est l'un des symboles du Burkina Faso. Donc il a été labellisé le samedi 4 juillet, suivant ce reportage. Voici la marque du label Chapeau de Saponé. Il sera bientôt apposé sur tout chapeau fabriqué selon le règlement d'usage du label et les normes du cahier de charge. Pendant un an, on a travaillé là-dessus avec les experts et on a convenu ensemble que voici les conditions à respecter pour qu'on dise que c'est un chapeau de Saponé. C'est ça qui différencie le produit. Et en matière donc, de marketing, la différenciation est un élément essentiel donc, pour pouvoir donc, mettre un produit sur le marché parmi tant d'autres. C'est un élément de sécurisation, j'allais dire juridique. Parce que si ce n'est pas sécurisé juridiquement, il y aura beaucoup de contrefaçons. Donc, je crois que nous sommes très bien engagés dans le processus de sécurisation. Cette étape s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote pour la labellisation de 4 produits du terroir, le pain tissé Faso d'Anfani, le beurre de karité, les cuirs et peaux de kaya et le chapeau de Saponé. La coopérative villageoise a été organisée et structurée pour accompagner le processus. Comme le chapeau n'avait pas été labellisé, c'était difficile même que les gens viennent payer. Mais maintenant, on voit que comme c'est labellisé, et tout le monde saura que le chapeau de Saponé est valorisé. Donc il viendra faire les commandes. Présidence. Si par exemple, la présidence commande 100 chapeaux et les ministères 20 ou 30 chacun, ce serait la réalisation d'une prédiction de notre ancêtre qui avait dit que ses descendants profiteront un jour des bienfaits de ce chapeau. Cette identité visuelle fera l'objet d'une demande de protection auprès des organisations africaines et mondiales de la propriété intellectuelle, selon le ministre en charge du commerce et de l'artisanat. Bon, voilà, j'ai porté mon chapeau. Voilà, super, donc c'est une bonne nouvelle. Yerbanga, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Il faut dire que le chapeau de Saponé est ce qui constitue l'une des richesses fondamentales de notre pays. C'est vrai qu'on dit Saponé, mais on aurait dû même dire chapeau du Burkina, parce que c'est symbolique du Burkina. Et quand on prend le chapeau, c'est vrai qu'on n'attire pas trop l'attention là-dessus, mais la forme, la constitution même, ça invite à une société assez stable, à une société harmonieuse, parce que vous voyez, il y a une base, il y a le sommet, et si les humains vivaient comme la symbolique véhiculée donc par le chapeau là, on aurait eu une harmonie dans la société. Je pense que c'est une très bonne chose et je pense que c'est un aboutissement parce que depuis des années, c'est une marque. On a vu que lors des compétitions donc, de football, les ambassadeurs du pays, c'est-à-dire les États, ont voyagé avec le chapeau de Saponé. On a vu à l'occasion de la CAN 98, la mascotte Fofo portait donc le chapeau de Saponé. Je pense que c'est un aboutissement et on espère que ça va permettre à ce que ceux qui ont toujours eu donc ce chapeau-là comme principale activité puissent justement, en tout cas, avoir une certaine forme de reconnaissance parce que c'est parce qu'ils ont tenu bon. On a vu qu'il y a peut-être eu des richesses dans ce domaine-là qui malheureusement n'ont pas perduré. Ceux-là, ils ont toujours eu, ceux qui confectionnent le chapeau de Saponé-là ont toujours eu cette fidélité-là et l'ont amené jusqu'à présent. Donc je pense que c'est un aboutissement et ça doit être une bonne nouvelle. Il faut que chacun joue sa partition pour que ça aille jusqu'au bout. Voilà. Il ne faut pas que ce soit juste une opération de communication et après ça va rentrer dans les oubliettes. Et puis c'est l'occasion aussi de saluer certaines personnes qui ont contribué à la vulgarisation du chapeau. Il y a par exemple Charles Ido, hein, c'est un monsieur qui depuis
plus de 30 ans par là, a fait porter le chapeau à Bob Marley. Voilà. Et les gens ont exhumé justement ce souvenir qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux. Et ça prouve que c'est un objet culturel qui fait la fierté du Burkina Faso. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils doivent par exemple aller ailleurs pour des études, ils n'oublient pas. Et souvent même, ce sont les populations des pays autres qui disent, bon, en venant, tu m'envoies donc le chapeau de Saponais. Ça veut dire que c'est très prisé, notamment ailleurs. On voit par exemple, pour faire le parallèle, quand on était tout petit, on suivait les films mexicains, on voyait le chapeau des Mexicains. Et puis voilà, on identifiait ça au Mexique. Donc il faudra qu'à la longue, notamment, on recevra tout à l'heure donc le monde du cinéma, qui aussi vont pouvoir faire un travail de telle sorte que lorsqu'on va voir ça dans nos différents films, que l'on puisse dire c'est le chapeau de Saponais, c'est le chapeau de Burkina. Et puis il y a le styliste aussi, Sorobis, à travers sa collection Saponais, il a fait voyager le chapeau dans pas mal de festivals de mode à travers le monde. Oui, tout à fait. Et, on aurait été content de l'avoir ce matin, mais quand cela ne tient, en tout cas, il a été l'un de ces ambassadeurs-là qui a fait aussi la promotion de cet objet culturel-là. Et aujourd'hui, eux tous, ils voient, même si on ne leur donne pratiquement rien, c'est une forme de reconnaissance du travail qu'ils ont abattu pendant très très longtemps. Et c'est l'occasion pour tout le monde de reconnaître tous ceux. C'est vrai qu'il y a ceux-là que l'on connaît très bien, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans l'anonymat qui ont beaucoup fait pour cela. Et comme eux, ils sont des gens très connus, le message porte plus, la communication est plus visible. Donc c'est l'occasion de leur dire merci pour tout le travail abattu. Et continuez toujours, parce que moi j'insiste là-dessus, c'est pas encore fini, il faudra qu'on finalise le projet. Et puis à chacun son chapeau. Tout à fait. Marius a déjà produit, et il faut que chacun d'entre nous puisse se l'obtenir. Voilà. Et puis il y a le roman Tiebele de Abraham Ouessena Abassagé qui est sorti donc ce jeudi, donc du côté de c'est par accident, c'est voilà, après les mêmes couleurs que le chapeau de Saponais. Effectivement. Voilà, qui parle du peuple Kassna. On aura l'occasion de le recevoir, ça sera la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, c'est très édifiant. Et c'est préfacé par l'ancien ministre de la Culture, Mahamadou Ouedraogo, et qui connaît l'homme, il ne va pas tremper sa plume pour une production qui n'en vaut pas la peine. Donc autant dit, il ne l'a pas encore lu, mais je suis sûr que ça doit être de très belle qualité. D'accord. Donc juste après ce qui suit, on va recevoir nos amis conteurs. Juste après ce qui suit. Nous recevons nos amis les conteurs, voilà. On va les saluer. Hein. Nous recevons donc Afisata Koulibaly. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir. Oui, c'est un vrai plaisir. Toudeba Bobele. Bonjour. Bonjour. Un plaisir également, très connu dans le monde du théâtre. Oui. Voilà. Et Wilfried Ouedraogo. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Tu le connais? Très bien. À la fin de l'entretien, on va en parler. Ça, c'est la surprise. En tout cas, c'est la surprise. Et donc, comme je le disais, bon, on va parler avec vous de collectif artistes paroliers. Donc, c'est une compilation de contes. Je pense qu'on a un peu de... Voilà. Comment est venue l'idée de ce collectif, le collectif donc, des artistes paroliers? Alors, avec la permission du coordonnateur, voilà, parce qu'il faut signaler que dans le collectif des artistes paroliers, moi je suis le secrétaire général et Toudeba Bobele est le coordonnateur. Afisata est chargé à l'information et de la question du genre. Et voilà, alors... comment est-ce que cette idée est venue? Je pense que l'idée est venue du fait qu'on s'est dit que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, donc on s'est dit, chacun a sa compagnie comme ça et essaie de travailler de son côté. Mais à un moment donné, on a vu qu'on se bute à beaucoup d'obstacles dus au fait que voilà, on n'a pas toutes les compétences autour de nous, alors que si on se met ensemble, forcément on fera avancer mieux les choses. Donc c'est parti de là. Et on s'est mis ensemble pour former le collectif des artistes paroliers. Avec combien de membres? Alors, il faut dire que le collectif des artistes paroliers, on a un bureau exécutif de 6 membres. Mais maintenant, c'est un collectif, ça veut dire qui est appelé à grandir. Voilà. Alors, le collectif, on a eu l'idée en 2018
Et on a eu la reconnaissance officielle le 5 mai 2019. Donc c'est encore tout nouveau, tout nouveau. Donc on essaie d'aller d'abord en rang serré et puis après, au fur et à mesure, on va essayer d'agrandir le groupe. Voilà. Oui. Voilà. Peut-être question, c'est vrai que la dénomination, on l'a tous entendu. On dit à l'intention des téléspectateurs qui nous écoutent, c'est quoi un artiste parolier? Parce que c'est important. Bon, je ne sais pas, tout dépend, parler. Hein. Un artiste parolier, c'est un artiste comme tous les autres artistes, mais sa particularité, c'est qu'il maîtrise la parole. C'est un artiste c'est un artiste conteur, c'est un artiste slammer, c'est un artiste ceux qui font les incantations. Quand je prends dans la tradition, on a Ado Gorko, on a Zugna Zaganda, c'est des paroliers. Et c'est à l'image de toutes ces personnalités-là que nous, jeunes conteurs, se dit il faut emboîter le pas à ces paroliers, d'où artistes paroliers. Donc ça prend en compte en réalité plusieurs secteurs de la culture, notamment on voit que c'est présent dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, oui. Dans le domaine donc du conte. Oui. Et comment du coup on arrive à fédérer tout ça? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont des paroliers, oui. Mais qui veulent exclusivement être reconnus en tant qu'artistes conteurs ou artistes musiciens. Comment on arrive à fédérer ces énergies-là? Oui, il faut reconnaître que particulièrement au Burkina et aussi en Afrique, n'est pas artiste seulement celui qui a forcément une seule corde à son arc. Et quand on voit dans le milieu culturel, beaucoup sont passés par le théâtre avant d'arriver à la musique. Il y a d'autres qui sont passés par la musique, après ils jouent au théâtre. Les arts se réfléchissent, se croisent. Donc, évidemment, dans notre collectif, on a des comédiens, on a des musiciens, on a des conteurs. Et c'est toute cette synergie-là, ces compétences-là réunies qui nous permettent de dire qu'on peut s'appeler collectif des artistes paroliers pour qu'ensemble, chacun amène son savoir, chacun amène son expérience pour qu'ensemble, on aille plus en avant. Quel est le contenu donc de cette compilation de contes, les différentes thématiques abordées? Alors, ce compile-là est fort de 14 titres et ça traite surtout du vivre ensemble, de l'égoïsme, du partage, et ça traite en gros les fléaux, les fléaux de la société. Les tares, ça dénonce les tares de la société et aussi on ne se dissocie pas de l'actualité. Vous savez que nous traversons actuellement une crise sanitaire, si je peux dire ainsi, le Covid-19. Et il y a un titre aussi consacré au Covid-19. Et en tant que conteur, on ne peut pas rester en marge de cela parce que ça nous touche. Tous les artistes sont victimes, j'allais dire, sont touchés par ce fléau-là. Donc on s'est dit, il y a lieu que nous aussi, on apporte notre contribution à la sensibilisation, à ce que tout le peuple se rende compte de... Voilà. Oui, tout à fait. On a dit tout à l'heure, en présentant les membres donc, du bureau exécutif donc, du collectif, qu'il y avait une certaine personne qui s'occupait de la question du genre. Est-ce que cette compilation, et la question s'adresse justement à la personne interpellée, est-ce que cette compilation-là tient compte justement de cette question du genre pour que justement tous ceux qui... voilà, pour que beaucoup de personnes soient sensibilisées sur la question? Bien sûr, il y a dans le CV, il y a des contes consacrés aux femmes. Voilà, il y a plein d'histoires, par exemple les histoires du général Opa, mais toutes ces trois histoires parlent de la femme. Et moi, étant aussi femme dans le collectif, j'ai aussi mon conte dedans. Donc, on fait vraiment, dans le conte, en tout cas, on n'oublie personne. Quand les histoires sont vraiment... Être conteur, est-ce que ça ne fait pas ringard? Ça ne fait pas dépasser? Excusez-moi de vous choquer. Non, je pense que... de toute façon, il n'y a pas réellement de métier nouveau. Hein. C'est comme même être musicien. Voilà. La musique, ce n'est pas un art nouveau non plus. Hein. Voilà. Et en fait, le problème du conte ici, c'est que... Alors, nous, on est tout le temps confrontés à cette histoire parce que... Alors, le conte, et surtout en Afrique, c'est que tout le monde a l'impression
qu'il connaît le compte. Voilà, parce qu'on a tous baigné pendant l'enfance dans le compte. Voilà, donc même quand vous approchez des gens pour parler d'un projet de compte, en fait, il se dit, bon, c'est parce que lui-même, il n'a pas le temps. Sinon, il est un potentiel compteur. Mais en fait, je pense que c'est une méconnaissance du compte actuel, tel que nous le pratiquons, parce que forcément... il y a eu des mutations? Forcément. Alors, déjà, le compte n'est plus comme avant, où c'était juste comme ça, autour du feu de bois, où chacun compte. Non, là, actuellement, puisqu'il y a des gens qui se professionnalisent, donc ça veut dire qu'il y a des exigences. Donc, ils font de la recherche autour du compte. Voilà. Donc, quand vous écoutez un compteur actuellement, et la plupart des gens qui croient qu'ils connaissent le compte, quand ils viennent suivre un spectacle de compte, à la fin, ils sont édifiés. Alors, parce que forcément, il y a un apport nouveau, il y a autre chose qui s'ajoute. J'ai parlé aussi des ringas parce qu'on vous voit très peu sur les scènes médiatisées. Finalement, on se demande est-ce qu'on peut en vivre. Vous ne faites pas l'approche ou c'est les promoteurs de spectacles qui trouvent que un compteur ne peut pas mobiliser du monde? Non, je pense qu'il y a aussi une méconnaissance du métier de compteur. Et moi, j'ai tout le temps approché aussi certains événements. D'ailleurs, si vous me permettez, je veux parler du cas spécifique du Festival des identités culturelles, qui est un festival de diffusion de cinéma et tout. Et depuis 2 éditions, on collabore et nous, on va raconter. Et avant de raconter, par exemple, il y a le thème de l'édition, nous faisons des recherches sur les thèmes et nous apportons des contes qui a un lien avec le thème et nous racontons avant la diffusion. Et c'est des choses, mais ce directeur du festival, il connaît le conte. Mais il y a beaucoup, malheureusement, qui pensent que le conte, c'est encore sous le baobab ou sous le hangar, là, avec le haillon qui... Est-ce que vous approchez les promoteurs de spectacles, les gens du showbiz, par exemple? On envoie des dossiers. On envoie des dossiers comme tous les autres, comme tous les musiciens et tout ça. Mais j'ai comme l'impression qu'avoir un musicien qui vient faire un playback est plus facile qu'avoir un compteur qui... Est-ce que c'est pas parce qu'on se dit que le compteur ne peut pas mobiliser, il ne peut pas drainer du monde? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, peut-être dans la tête du promoteur? Mais nous, quand nous faisons nos spectacles, il y a du monde. Il y a du monde. Donc, oui. Et puis, il y a peut-être un contre-exemple de la façon de voir de beaucoup de gens. Il y a KPG. KPG qui a eu à rapporter des lauriers pour le Burkina, du Congo, à l'occasion donc de ce festival organisé, je pense, au Liban. La francophonie. Des lauriers. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que le fait que certains promoteurs soient réticents à inviter donc les compteurs, est-ce que ce n'est pas lié à vos exigences qui peuvent être un peu onéreuses? C'est-à-dire, est-ce que pour mobiliser un compteur, ça ne coûte pas plus cher à un promoteur que d'inviter un artiste qui va venir faire du playback? Je ne pense pas, je ne crois pas que c'est cela. Non. Peut-être un peu pour ajouter. Dans ce sens, je pense que c'est un peu conscient de ça que nous précédons. Par exemple, on a fait un album de contes, parce que aussi, il y a aussi que nous aussi on s'autocritique, on ne dit pas qu'on est parfait et tout. Alors, si le public ne connaît pas assez le conte, c'est la faute à qui aussi? Donc je pense qu'il y a eu cette réflexion, nous, à notre niveau, et on s'est dit, est-ce que faire un CD de conte, ce n'est pas un premier pas? Parce qu'avec le CD de conte, alors il faut dire qu'avant on a eu une collaboration avec la RTB Radio, où on a fait 26 capsules de conte, donc qui ont été diffusées l'année dernière. Et déjà, de là, il y a des gens qui vont entendre des contes et qui vont voir qu'il y a déjà une approche différente de ce qu'ils connaissaient. Et donc, ça va créer un intérêt particulier. Et c'est à partir de ça, quand on a fini la diffusion, là, on a dit qu'on va faire un album carrément de CD et on va faire une dédicace. Donc tout ça, parce qu'on se dit, c'est comme ça aussi les slameurs ont fait. Il y a 4-5 ans, on ne connaissait pas le slam comme aujourd'hui. Voilà. Donc on s'est dit, nous, on peut s'inspirer aussi de quelque chose qui a marché et puis essayer aussi de voir comment petit à petit, nous allons arriver aussi à imposer le compte, déjà à le faire mieux connaître. Mais peut-être après, voilà. Ça, par exemple, ce CD, comment est-ce que vous faites la promo de ce CD? Parce que déjà, il n'y a pas de clip, je crois.
Non, bon, en fait, c'est vraiment tout nouveau. La dédicace, c'était le 4. C'est le 4 passé. Oui. Voilà. Voilà. Mais on est toujours dans... Voilà, c'est envisageable un clip? C'est envisageable, oui, bien sûr. Un clip, voilà. Donc, pour vraiment mieux faire connaître le conte. Voilà. Une des solutions, ça serait pas aussi d'avoir une approche auprès de certains établissements, parce qu'on sait que le conte, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à les exploiter en tant que production écrite. Mais est-ce qu'il n'y a pas une approche qui peut être faite pour faire du conte, j'allais dire non bien pédagogique, et faire donc une sensibilisation, une approche auprès donc des établissements pour que l'on puisse commencer à vulgariser? Parce que si on peut l'exploiter par exemple pédagogiquement, ça va intéresser et les enseignants et potentiellement les parents d'élèves. Bon, je pense que ça, ce travail, on a déjà commencé ça il y a plusieurs années. Voilà, on essaie même de ramener vraiment le compte. Bon, il y a des écoles qui appliquent, il y en a, c'est encore... voilà, je pense qu'en tout cas, à ce niveau, les choses suivent leur cours. Mais pour moi, le plus grand souci, c'est au niveau du grand public. OK. Voilà. Et donc, vraiment, ce CD, vraiment, c'est pour vraiment le grand public, que le grand public entende le conte. OK. Voilà. Et sache de quoi il s'agit quand on parle de conte. Justement, que le grand public entende le conte. Il y a des spectacles en vue du collectif. Bon, on va... spectacle en ce moment, si après tout ce qu'on a vécu suite au Covid, les choses commencent tout timidement. Mais là, nous sommes actuellement en résidence de recherche et de création pour un spectacle qui va sortir bientôt. Si tout va bien, on envisage, les dates ne sont pas encore très bien calées parce que voilà, mais on envisage courant octobre sortir un spectacle de conte qu'on appellerait Kabokudougou. Wow. Voilà. Et on est impatient. Voilà, on est là-dessus. Et la marmite est au feu. Ouais. Bon, on est pratiquement au terme. Hein. Est-ce que, oui. Est-ce que vous pouvez nous faire quelque chose pour les téléspectateurs qui nous suivent? Mais avant de faire quelque chose, j'aimerais, si vous me le permettez, dire au public déjà que nous organisons aussi des ateliers de conte, de formation de conte. Ça va se tenir du 3 au 15 août, et ça serait à Ouidi. Et pour tous ceux qui souhaitent apprendre à compter, apprendre à parler en public, sont les bienvenus, apprendre à bien se tenir devant un public. Tout ça, c'est des volets que nous développons à partir des outils du conte que nous donnons pendant cette période. C'est Ouidi d'où? C'est Ouidi de Ouagadougou. Et ça coûte combien le CD? Le CD coûte 3 000 francs. Ah, ok. Donc, on aimerait bien écouter quelque chose. Est-ce que... Hein? Genre, acapella en compte, si vous compte déjà un petit bout. Alors, un petit bout, bon, peut-être comme ça, je vais vous raconter l'histoire d'un pauvre homme. Alors, lui, il était tellement pauvre qu'il habitait une petite maison en terre. Et sa petite maison en terre était située sous un arbre. Et l'arbre était planté au milieu d'une vaste plaine. Et juste à côté de cette vaste plaine passait une rivière. Et puis un jour, comme ça, notre pauvre homme dormait. Ben oui, il dorment aussi les pauvres. Et dans son sommeil, il rêvait. Ben, il rêve aussi les pauvres. Et dans son rêve, il marchait, il marche. Il traverse montagnes, forêts, déserts. Enfin, il traverse tout ce qu'on peut traverser dans un conte ou dans un rêve. Il marche. Et entre-temps, devant lui, il aperçoit un pont. Attention, je n'ai pas dit un con, hein, un pont. Alors, il traverse le pont et tout de suite, à sa droite, il voit un buisson. Il contourne le buisson et derrière le buisson, il voit quelque chose qui brille. Il contourne le buisson et là, il tombe sur une malle pleine d'or. Ben, ça s'applaudit, ça. Oui, mais attention, pas très vite, parce que quand un pauvre, dans son rêve, il tombe sur une fortune comme ça, il se réveille. Ouais. Ah oui, donc notre pauvre homme s'était réveillé. Mais il est quand même très malin. Il se dit, et si quelque part, c'était mon destin? Alors le lendemain matin, il se lève et il marche, exactement comme dans son rêve. Il traverse forêt, il traverse désert, montagne, enfin tout ce qu'on peut traverser dans un conte ou dans un rêve. Il marche, et entre-temps devant lui, il aperçoit un pont, exactement comme dans son rêve. Et là, il ne marche plus, hein, il court. Et oui, il court, il traverse le pont à la vitesse éclair, comparable à celle du Usain Bolt sur les 100 mètres plats. Et dès qu'il traverse le pont, tout de suite à sa droite, il voit le buisson. Et derrière le buisson, il aperçoit quelque chose qui brille. Il contourne le buisson et là, il tombe sur... Malle d'or. Oh, vous aussi, s'il tombe sur une malle pleine d'or, exactement comme dans son rêve, moi, mon compte ne sera pas intéressant. Et surtout, n'oubliez pas que tout ce qui brille n'est pas or. Par exemple, des choses qui brillent. Bon.
Bon, ben, je vais vous le dire. Ben, parce que là, hein, il tombe sur le crâne chauve d'un homme. Un crâne chauve aussi, ça brille. Mais un homme 10 fois plus misérable que lui. Un homme qui lui tend la main et qui lui demande une pièce pour aller manger. Alors là, notre pauvre homme était tellement déçu, décapité, découragé. Enfin, il escalade le pont pour se jeter dans la rivière. Et c'est là que le misérable dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais là, mon cher ami? Et le pauvre homme explique son rêve au misérable. Le misérable sourit et dit, mon cher ami, on ne va tout de même pas prendre nos rêves pour de la réalité. Quand tu sais de quoi moi je rêve depuis longtemps, eh bien, descends et écoute. Moi, depuis longtemps, je rêve que j'habite une petite maison en terre. Et cette petite maison en terre est située sous un arbre. Et l'arbre est planté au milieu d'une vaste plaine. Et juste à côté de cette vaste plaine passe une rivière. Et à l'intérieur de cette petite maison en terre, enfoui dans le sol, se trouve un énorme trésor. Je rêve de ça depuis longtemps, mais je ne l'ai jamais pris pour de la réalité. Alors là, le pauvre homme reconnaît exactement ça. Alors il attrape le misérable par la main et ensemble, il traverse la plaine. Et au milieu de la plaine, l'arbre, et sous l'arbre, il voit sa petite maison en terre. Ils entrent dans sa petite maison en terre, ils creusent. Et là, ils tombent sur une malle pleine d'or. Tout simplement pour vous dire, souvent, il faut aller très loin pour trouver ce qu'on a de très beau chez soi. Et puis, les conteurs, ils font la fierté du Burkina, ils tournent beaucoup à travers le monde. Wilfried Ouedraogo, c'est Rasta Bougoumfaya, c'est lui. Oui, c'est lui. Tu vois. Mais comment c'est venu l'idée? En tout cas, ce sont des séries de vidéos qui font le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Ouais, mais là, vous vous moquez des chanteurs ou c'est quoi exactement? Des Rastas? Vous vous moquez des Rastas? Qu'est-ce que vous voyez? Moi, moi, je joue un rôle, c'est tout. Bon, moi, je vois quelqu'un avec quelqu'un avec un gourdin qui est en train de peut-être narguer les Rastas. Non, je n'arrête pas. Mais je pense que de toute façon, si je dis tout de suite, je pense que les gens n'auront plus envie de suivre la suite. Parce que Rasta Bougoumfaya, c'est parti pour... Voilà, c'est une carrière, hein, il est dans la logique d'une carrière qu'il va poursuivre avec toutes les difficultés. Vous êtes juste à laquelle séquence actuellement? Et la séquence 5. Ouais. Il y a des retours, ça va? Les gens, ils aiment, ils apprécient? Oui, les gens apprécient beaucoup. Quand je vois les commentaires, les gens commencent à me contacter. Voilà, pas pour chanter, hein? En tant que Rasta? Si pour chanter, écoutez, je vais aussi chanter. Hein? Rasta Bougoumfaya, après tout, c'est un chanteur. Oui. En tout cas, merci d'être passés, les amis. Merci. Et voilà, donc... Pour avoir le CD, le CD est disponible aussitôt, Carrefour International du Stade de Ouagadougou. Et vous pouvez aussi contacter le numéro 76 66 55 44. Bon, ça c'est de la pub. Hein, oui, c'est ça aussi, hein, l'intérêt de venir à l'émission. Ok, super, merci bien. On va terminer avec une vidéo, un conte. On va suivre ensemble et puis juste après on reçoit nos prochains invités. Que quand la flamme est haute, qu'elle ait une pensée pour l'eau. Davide Bastifare. Yilgazila Nambange. Yilgazila Nambange wayo waye. Yilgazila Nambange kato kato. Yilgazila Nambange. E patre kwa ngosa yo kati wal son ko kanor boya. Yilgazila Nambange. Yilgazila Nambange wayo waye. Yilgazila Nambange kato kato. Yilgazila Nambange kara shambabe. Yilgazila Nambange ka kombi babe. Yilgazila Nambange wayo waye. Yilgazila Nambange e patre kwa ngosa yo kati wal son ko kanor boya. Yilgazila Nambange. Histoire. Bien. Alors, autrefois, il y a très longtemps de cela, dans la savane, les animaux vivaient en grande harmonie. Et histoire. Voilà. Donc, dans la savane, les animaux vivaient en grande harmonie. Il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait la cohésion. C'était vraiment formidable. Et jusqu'au jour où une famine s'abat sur la forêt. Et donc, désormais, il n'y avait plus rien à manger, plus rien à... Donc, c'était vraiment très triste. Et comme vous savez, on aime à dire que le malheur ne vient jamais seul. Et tout comme pour ajouter le mal au mal, cette année-là, les devins prédirent que désormais, il était interdit de se critiquer. Par exemple, qu'il était interdit de dire que son voisin a une grosse tête, ou bien que sa voisine a de petites jambes. Il était vraiment interdit de se critiquer. Donc, il était interdit aux uns de critiquer les autres et aux autres de critiquer les... Mais sinon que vous mourrez. Histoire. Histoire. Mais vous savez, on aime aussi à dire que le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Alors Mbaswamba le lièvre, qu'on dit l'animal le plus intelligent, le plus rusé de la savane, réfléchit longuement comme ça à cette situation et se dit mais comment est-ce que moi je pourrais tirer profit de cette situation? Et toute la nuit, après avoir longuement réfléchi, le lendemain matin, on le voyait perché sur un rocher en train de débroussailler. Et ce matin-là, en débroussaillant, il chantait. Merci bien. Voilà. À présent, nous recevons donc M. Jean-Baptiste Bazougnam Ouedraogo. Il est président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina. Bonjour. Voilà. Et M. Zakaria Nyenye, il représente donc les salles de cinéma. Bonjour. Bonjour. Et également. Et Oumar Dagnon, il est réalisateur. Bonjour. Bonjour. Voilà. Le dernier film, déjà, c'est quoi? Le dernier film, c'est À bout de souffle. Et il faut dire l'avant-dernier film, parce qu'il y avait un film qui était en tournage, qui a été interrompu par la situation de coronavirus. Voilà, donc on va dire le dernier bien fini, en tout cas, c'est À bout de souffle. Voilà. Okay. Voilà, justement, les pieds dans le plat en même temps. C'est vrai qu'on a fait une interview avec vous, qu'on a diffusée ici en période de Covid. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, le monde du cinéma? Oui, comme tout le monde, on a reçu de plein fouet la crise, mais on n'est pas resté bras croisés parce que le cinéaste, c'est d'abord sa responsabilité sociale qu'il met en avant. Et le cinéaste aussi, c'est la personne qui sait se mettre au devant des crises et d'assumer ses responsabilités. Donc, ce qu'on a fait, et on s'est dit bien avant, depuis décembre, et je pense que on peut témoigner avec l'ABCC aussi, ABC et d'autres associations, on s'est dit, la crise peut arriver au Burkina, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà aller au travail et puis déjà prévoir des choses pour un peu contribuer à résoudre un peu la crise. Donc, très vite, on s'est mis avec des communicateurs, voilà, et l'association aussi burkinabé des blogueurs pour trouver un concept. Donc on avait trouvé le concept Les Marcheurs Blancs parce qu'on disait que c'était la longue nuit qui allait arriver avec la crise. Donc on a mis en place une stratégie avec la CNC, la Confédération nationale de la culture, pour que tous les artistes puissent contribuer. Et nous, les cinéastes, c'est de faire des capsules. Voilà, donc, parce que faire un film en période de crise, un film qui contribue à sensibiliser, c'est différent d'un film ou d'une capsule qui n'est pas en période de crise. Donc, c'est de concevoir des messages clés avec vraiment ce groupe de médecins, de sociologues, d'anthropologues, d'historiens et de communicateurs, trouver vraiment des messages qui seront bien compris à travers ces capsules-là. Donc, l'un dans l'autre, on a lancé l'appel, beaucoup de producteurs, réalisateurs se sont mis et la main dans la pâte et on a produit près de 30 capsules. Okay. Voilà, qui ont beaucoup fait le bruit sur les réseaux sociaux et aussi sur les chaînes de télé. Et en plus, il y a eu la grande contribution de près d'un demi-milliard, les films qu'on a fait passer sur les chaînes de télé. Et je pense que le retour est très, très positif. Vous avez mis vos films à la disposition des chaînes de télévision? Voilà, parce que les chaînes de télé n'ont pas, ne paient pas nos films. Voilà, et l'État aussi ne contribue pas. Donc, du coup, les gens ne connaissent pas réellement les films burkinabés. Pourtant, on a une grande production. Et donc, c'était l'occasion de faire découvrir ces films-là au public et de se dire qu'il y a des raisons voilà, pour qu'on puisse soutenir le cinéma burkinabé, qu'on peut oublier à un moment donné, et les telenovelas qui ont un impact vraiment négatif sur notre population, et de passer par des valeurs culturelles, cultiver des qualités humaines à travers ces films que nous produisons. Okay. Oui, ça c'est la période difficile que vous avez traversée, que nous avons traversée, que nous continuons donc de subir, mais on sent qu'il y a un peu, j'allais dire, une baisse en ce qui concerne justement cette crise sanitaire-là. Vous, au niveau du cinéma, parce qu'on a vu que dans le domaine, par exemple, de la musique, il y a une forme de déconfinement culturel, notamment musicalement parlant. Qu'est-ce qui est prévu au niveau donc du cinéma pour ramener les gens de façon comme c'était avant, parce que avant Corona, si vous voulez, les gens allaient en tout cas de plus en plus au cinéma pour ne pas dire on n'avait pas besoin d'inviter les gens pour qu'ils aillent au cinéma. Mais avec la situation de la Covid-19, qu'est-ce qui est prévu après cette situation-là pour que les gens de façon progressive retrouvent de façon sereine les salles de cinéma? Et pour répondre à cette question, pour dire que si on a eu la stratégie pour préparer des éléments avant que le Covid ne s'installe, c'est la même chose. On s'est dit, bon, il faut préparer aussi une stratégie pour la relance des activités. Donc, bien avant, on a discuté avec les associations des exploitants de salles, des distributeurs, des producteurs, réalisateurs. Beaucoup de gens ont bénéficié de ce temps-là pour écrire des projets, pour voir comment ils peuvent commencer déjà à produire des films à petit budget,
voilà, vu la crise, ça va impacter tout le budget national. Mais je vais laisser la parole aux deux aussi qui vont intervenir plus concrètement sur la question. Surtout au niveau des salles de cinéma. Voilà. Comment est-ce que quel est le travail qui est fait donc pour amener le public à venir suivre les films et tout? Et puis j'ai remarqué également que au niveau même des salles, il y a des mesures qui sont prises, voilà, pour ceux qui viennent suivre les films. Oui, comme l'a dit le président, au niveau des exploitants, des gestionnaires de salles de cinéma, nous essayons de... Le travail concrètement qui est fait, c'est de respecter d'abord les mesures barrières édictées par les autorités, notamment le ministère de la Santé. Et puis, nous-mêmes d'être présents pour veiller à ce que ces mesures barrières-là soient respectées par nos cinéphiles. Quand quelqu'un vient dans une salle pour regarder un film, ça se passe comment concrètement? Non, d'abord, il vient au niveau du guichet pour prendre son ticket. Nous voyons la distanciation. Mais à l'entrée déjà, il a le savon, il peut laver ses mains, il y a le gel et tout ça. Alors, à l'entrée de la salle, il y a forcément qu'après avoir lavé ses mains et tout, il faut porter le masque et tu as accès à la salle. Ok. Et il y a la distanciation lorsqu'on est dans la salle? La distanciation dans la salle... même si économiquement ça joue sur nous, évidemment, on est obligé de respecter cela parce que ce serait pas intéressant quand même qu'on dise que dans une salle, ça a permis à la maladie de se propager. Mais il faut reconnaître que c'est quand même très difficile. Depuis lors, voilà, lorsque ces mesures ont commencé, il y a eu des projections de films. Et quel est le retour au niveau de ceux qui diffusent leurs films là-bas, les producteurs et tout? Est-ce qu'ils s'en sortent? C'est pas évident, effectivement. Non, producteurs, exploitants, dire qu'ils s'en sortent, non. Parce que quand vous devez respecter la distanciation d'une salle de 100 places, il faut aller tout au plus à 40 personnes dans la salle pour pouvoir respecter réellement la distanciation. Mais 40 personnes avec le coût de nos... mais à ce moment, pourquoi vous continuez de projeter des films? Non, mais c'est dangereux de garder une maison commerciale close. D'abord, on l'a fermée pendant près de 3 mois. C'est déjà pas facile. Et si on dit qu'on va laisser la maladie partir totalement, avant de commencer à exploiter nos salles, ben, écoutez, on mettra des centaines de millions même pour relancer la chose, c'est compliqué. D'ailleurs, pour les 3 mois, pour pouvoir relancer, c'est compliqué. Et si vous prenez une salle comme le ciné Burkina, le ciné Sayon et le ciné Neroya, qui sont des salles couvertes, qui restent fermées pendant 3 mois, mais si vous ne prenez pas des mesures d'entretien de la salle même, au bout des 3 mois, vous avez des problèmes. Ok. Oumar Dagnon? Oui, je pense que c'est vrai que la crise a un peu plombé le secteur parce que déjà les projections étaient stoppées. Mais tout récemment, on a vu que les salles comment on appelle ça, ont ouvert et que les retours qu'on a déjà, les films qui sont programmés, je pense qu'il y a quand même il y a de l'affluence. Les gens ont repris d'assaut les salles de cinéma. Ils vont regarder les films, même si peut-être maintenant la recette sera divisée par 2. Parce qu'il faut respecter la distanciation voilà, entre les gens dans la salle. Donc ça fait que quelque part, il y a un grand manque, si on peut le dire quand même. Ce n'est pas facile, mais le plus important, je pense que c'est de reprendre doucement quand même les activités jusqu'à ce que on soit en mesure d'être dans notre pleine potentialité, si on peut le dire comme ça, pour pouvoir mieux exploiter nos films. Donc moi je pense que c'est déjà salutaire et même déjà aussi dire que les tournages ont repris aussi timidement. On a vu qu'il y a quelques productions qui ont commencé à tourner, donc ça veut dire que les choses commencent quand même à bouger. Voilà, il y a eu par exemple le film Djandjou de Bagué. De Bagué, voilà. Qui est sorti. Qui est sorti, voilà. Et puis il y a le film aussi de Aziz Nikema qui est présentement aussi au ciné Neroya. Donc. Et ton film qui était en projet finalement? Bon, moi j'étais en tournage, c'est vrai que j'étais en tournage et ça a été stoppé au bout de 10 jours de tournage, ça a été stoppé par
voilà, la situation nationale où, avec l'État qui avait décidé de, voilà, on peut dire à peu près le confinement, même si c'était pas un confinement total, mais on ne pouvait plus tourner. Donc aujourd'hui, ça fait que je cherche à reprendre. Mais vous savez, quand vous stoppez un projet de tournage durant 3 ou 4 mois, forcément, par exemple, j'ai tourné avec 2 actrices et il y a une qui a pris à peu près plus de 15 kilos. Donc ça ne me permet plus de continuer pour le moment parce que j'ai dû lui dire de se mettre en régime pour qu'on essaie. Au fait, il y a beaucoup de paramètres quand même qui... Après, je me demande, est-ce qu'il ne faudrait pas sacrifier tous ces 10 jours-là, essayer de recommencer carrément tout le tournage, mais ça fait une perte énorme quand même sur 10 jours de tournage. Mais bon, je suis en pleine réflexion et je pense qu'on ne va pas se décourager, on va essayer de voir dans quelle mesure on va reprendre le tournage. Justement, c'est l'occasion de parler de la fameuse, du fameux magot donné par voilà, le milliard. Voilà. Est-ce que, justement, en parlant de la situation qui est la vôtre, notamment l'interruption de votre film-là, et qui va nécessairement avoir des conséquences drastiques, dangereuses sur le budget, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce milliard 25 millions donc, donnés au secteur de la culture? Parce qu'on sait que c'est beaucoup de domaines de la culture. Il y a, par exemple, des acteurs de la musique qui sont montés au fond plusieurs fois. Il y a le théâtre. Il y a le théâtre. On n'a pas entendu beaucoup sur du cinéma. Qu'est-ce que vous attendez? Ou bien vous n'êtes pas intéressé par... Et puis, ça a été majoré de plus de 200 millions également. Voilà. Je dois dire qu'on n'attend pas... Personnellement, si je veux parler de moi j'ai assez, je peux dire un concept où je peux dire j'ai ma manière de fonctionner aussi. Je n'attends pas forcément. Depuis que j'ai commencé, je suis dans cette logique où je n'attends pas forcément pour pouvoir faire mes films. Mais c'est vrai que il y a eu un comité qui a été mis en place, un comité de réflexion et tout. Donc, comment sera réparti les milliards entre les artistes? Je pense qu'il y a eu des, comment on appelle ça, des critères qui ont été élaborés. Et maintenant, jusqu'à présent, personnellement, je n'ai pas entendu d'abord qu'il y a eu l'appel de venir déposer, je ne sais pas moi, d'introduire des dossiers. Mais s'il le faut, je vais introduire et bon, voilà, je pense que c'est le comité qui avisera s'il faut que, si je dois apercevoir quelque chose, tant mieux. Mais à défaut, franchement, moi, je ne repose pas mon espoir forcément sur ça, parce que c'est vrai que le milliard a été annoncé, mais est-ce que le milliard est dans la caisse? C'est la question aussi qu'il faut se poser. Oui, Jean-Baptiste. J'aime bien la réflexion de mon collègue Dayon, qui dit qu'il n'attend pas toujours quelque chose de l'extérieur pour mener ses productions. Et je pense que c'est la même réflexion qu'on mène au niveau du cinéma. Voilà, il ne faut pas toujours attendre, mais pour cette question précise du milliard, et notre souhait vraiment, et ce serait par exemple que ce ne soit pas du saupoudrage. À chaque fois on prend un peu d'argent, on donne un peu, et puis bon, ça ne fait pas évoluer le secteur. Voilà, qu'on puisse prendre cet argent et investir dans un projet structurant. Comme quoi? Et bon, peut-être, par exemple, nous avons des difficultés avec nos salles de cinéma, par exemple. Oui. On peut investir dans les salles de cinéma pour donner un peu de commodité, bien trouver des appareils adéquats pour vraiment rendre nos images très belles à la projection. Tout ça attire le public. Et il y a beaucoup d'autres domaines dans lesquels on peut vraiment investir pour que tout le monde soit vraiment satisfait. Si on va vraiment saupoudrer, j'ai peur qu'on soit encore moins même que la case. Pour vous, les problèmes même du cinéma, c'est au niveau des infrastructures? Oui, et les infrastructures, c'est parce que depuis la Révolution, voilà, on avait plus d'une cinquantaine de salles au Burkina. Et ces cinquantaines de salles-là fonctionnaient et ça a contribué à vraiment faire graisser tout le système de l'industrie. Hein. Voilà, un film qui passe dans 50 salles, imaginez ce que ça peut rapporter à un cinéaste et à un producteur. Et maintenant, on n'a que quelques salles. Voilà, toutes les salles sont vraiment abandonnées. Et ça, c'est... Il y a eu un moment où vraiment on n'a pas compris ce qui s'est passé. Donc nous sommes en train de mener la réflexion avec la direction générale du cinéma pour un peu relancer. Et le gros problème, c'est le financement. Le Burkina est connu à l'extérieur de par sa culture, particulièrement le cinéma. Donc il faut une raison d'État, il faut une volonté politique d'État pour réellement investir dans ce secteur. Même certains pensent que c'est un secteur porteur. Mais nous savons que dans le monde, la culture porte beaucoup.
beaucoup de pays sont réellement développés à travers le cinéma. Donc, ces mécanismes de fonctionnement, ces mécanismes de financement-là pourront vraiment huiler toute la chaîne, voilà, que ce soit la formation, que ce soit le matériel, que ce soit surtout le côté diffusion, exploitation. On a 2 salles Canal Olympia et nous-mêmes au Burkina, imaginons que le cinéma va faire, par exemple. Voilà, il ne va rester que le Burkina. Voilà. Les 2 autres salles, ce ne sont pas nos salles, c'est français. Voilà. Donc, si on arrive à créer encore cette chaîne de salles de distribution, déjà, Daniel sera encouragé à produire un film chaque 2 semaines, par exemple, pour rentabiliser encore plus, parce que il va faire travailler beaucoup de techniciens et l'industrie va commencer à prendre. Et en plus de ça, on a un gros souci avec la direction générale du cinéma, par exemple. Et elle n'a pas un statut juridique qui lui permet vraiment de relancer réellement des choses au niveau du cinéma. Donc, c'est de faire ce plaidoyer avec les autorités pour qu'on puisse avoir une direction du cinéma qui est autonome, voilà, qui peut aller vers des opérateurs privés, qui peut faire beaucoup de choses, et vraiment pour avoir assez de fonds pour réellement soutenir les cinéastes. Et puis, vous, en tant que président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina, on a l'impression qu'on a beaucoup de réalisateurs. On a l'impression que c'est ouvert. Du jour au lendemain, on devient réalisateur. Pourtant, il y a une réglementation autour. Il y a une réglementation et que beaucoup ne respectent pas malheureusement, parce on fait face à une nouvelle génération et qui a la facilité de produire. Donc, du coup, ils se lancent dans la production. Il y a une partie on peut dire, on ne peut pas les excuser, certes, ils se disent, bon, ils ne connaissent pas la réglementation, mais une partie aussi connaît la réglementation qui ne respecte pas. Voilà, tout ça sont des problèmes réellement qui gangrènent le système, mais c'est une génération qu'on ne peut pas aussi occulter parce qu'ils font de la production qui alimente les salles et qui permettent au public encore d'avoir l'espoir de repartir en salle voir des films. Donc il faut considérer cette génération-là et voir comment on peut l'encadrer, voilà, leur donner la réglementation à suivre, les former et donner les outils de faire des meilleurs films qui puissent encore vendre mieux notre secteur. Certains diront que bon, il ne faut pas laisser tout le monde tourner parce qu'il y a beaucoup de réalisateurs, mais ils ont raison aussi. Mais il ne faut pas prendre le cinéma aussi comme un monopole, voilà, dédié à une certaine place, une certaine élite, mais réellement encadré avec la loi et la formation qu'il faut. Je pense il y a des approches dans ce sens? Oui, il y a des approches, voilà, avec la direction générale du cinéma et de l'audiovisuel. Je pense que nous sommes en train de relire les textes, voilà, et pour réellement permettre à certains jeunes d'être dans la réglementation et pouvoir tourner avec les autorisations de tournage, avoir des cadres professionnels. Quelles sont les conditions pour être réalisateur? Et pour être réalisateur, bon, il y a plusieurs conditions. Pour ceux qui ont fait l'école de cinéma, il faut avoir la licence ou le master et avoir été premier assistant réalisateur sur au moins un long métrage et avoir produit minimum 5 courts métrages ou avoir fait un long métrage. Pour ceux qui n'ont pas un diplôme d'une école de cinéma, il faut avoir été premier assistant d'au moins 3 à 5 longs métrages et avoir produit peut-être 2 longs métrages et avoir fait aussi des courts métrages, réalisé des courts métrages et une grande expérience. Mais justement, il y a un petit problème parce que sans la carte, par exemple, c'est difficile de faire ces longs métrages. Oui. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de relire les textes là pour que ce soit vraiment les textes adéquats. Je pense que Daniel, que les auteurs peuvent ajouter quelque chose. Non, moi c'est au niveau même de la rentabilité. Est-ce qu'en temps normal, hormis même Covid, est-ce que c'est rentable produire un film? Si on doit compter uniquement sur les salles de cinéma. Je pense que c'est la croix et la bannière. Il y a Pazouknam, le président, qui venait de dire quelque chose. Il faut forcément qu'on injecte quand même quelque chose en termes financiers. Il faut forcément avoir des ressources. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de film à petit budget, c'est bien. Mais en réalité, quelqu'un qui va vous dire j'ai fait un film à 10 millions, 12 millions, mais c'est faux. Parce que lui-même, en réalité, si je prends mon cas, par exemple, j'ai du matériel chez moi. Mais le matériel, il a coûté combien? J'achète tout le temps du matériel. Mais quand je tourne, comme c'est du matériel pour la production, peut-être je vais occulter, comment on appelle, voilà, je ne vais pas budgétiser cela. Moi-même, par exemple, si en tant que réalisateur, peut-être je ne vais pas me faire payer, au fait, c'est pour dire que les gens, par exemple, on va les négocier pour avoir des maisons, avoir les voitures. Et tout ça, même si ce sont des amis qui nous donnent des coups de main, c'est comme si on n'a pas budgétisé. Mais je pense qu'il faut peut-être arriver à un moment, c'est pour ça aussi qu'il faut dire la vérité aux gens. Par exemple, le budget normal, ça coûte tant, mais le fait que les gens voient qu'il y a cette facilité peut-être de tourner, on s'est dit, avec des apports des uns et des autres, on s'est dit, bon, le cinéma, bon, on a, voilà. On n'injecte pas, c'est toute une industrie. Mais à la fin, on se retrouve, aujourd'hui, moi quand tu fais un calcul simple, je pense que si tu mets plus de
10 millions dans un film même actuellement et que tu comptes rien que sur l'exploitation en salle, tu sors perdant. Juste pour vous dire que c'est un sérieux problème. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Relever les prix des billets? Pas forcément, mais le président l'a dit tout à l'heure. Les statistiques de la SONACIB, l'ancien national de l'exploitation et de la distribution cinématographique, disaient en 1999 qu'on avait 53 salles d'exploitation au Burkina Faso. Alors comme il a dit, si Dayon qui sort son film, et le film circule dans les 53 salles, mais forcément, il y a une rentabilité. Mais aujourd'hui, nous n'avons qu'à peine 4 salles. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'on ne va pas s'adapter? J'ai suivi l'histoire d'un monsieur qui a fait un film, Ali Danger, justement. Lui, à un moment, il a trouvé d'autres alternatives de diffusion. Ça n'a pas été seulement que dans les salles professionnelles. Il allait même jusqu'à les diffuser dans les salles d'école, dans des espaces publics. Est-ce que c'est ça peut être des solutions pour l'instant? Si nous partons sur cette lancée-là, ça veut dire que nous sommes en train de tuer notre économie cinématographique. Le cinéma, c'est une chaîne qui a plusieurs maillons. Lorsqu'il y a un seul maillon qui ne fonctionne pas bien, ça se ressent sur toute la chaîne. Aujourd'hui, ils l'ont dit, la production burkinabé aujourd'hui, moi je dirais que elle est quand même importante, qui peut faire fonctionner 100 salles de cinéma au Burkina Faso. Mais tu as l'impression qu'il n'y a pas de production au Burkina. Tout simplement parce que le maillon de la distribution n'existe plus. Le maillon de l'exploitation n'existe pas. C'est tout. Oui, c'est important tellement ce que vous dites, à tel point que ça me rappelle un peu ce que disait Michel Zongo, que nous avons reçu la semaine dernière, qui avait d'ailleurs donné comme explication au fait que les salles de cinéma de Burkina ont disparu par le programme d'ajustement structurel. Donc on a l'impression à travers ce que vous venez de dire que vous avez conscience des problèmes. Les problèmes sont identifiés. Du coup, on peut se poser la question. Qu'est-ce qui bloque? On connaît les problèmes. Qu'est-ce qui bloque? Le président l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il faut une réelle volonté politique comme en 70, où le président Lamizana a pris le courage politique de nationaliser les salles de cinéma. C'est ça qui a envoyé le FESPACO. Il ne faut pas l'occulter. Mais aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là. Nous sommes la capitale. Ouagadougou est la capitale du cinéma africain. Le numérique, dans l'exploitation, est là il y a environ 20 ans. Aucune salle propre au Burkina Faso n'est équipée en numérique. En DCP. Jusqu'à présent. Ouais. Tous les 2 ans, le FESPACO loue du matériel du DCP, de DCP, en Europe pour venir faire la semaine du cinéma. Mais aujourd'hui, je parlerai peut-être sous un peu ton contrôle, avec tout au plus 65 millions, on peut bien équiper le ciné Burkina ou le ciné Meroya en DCP. En DCP. DCP qui veut dire Digital Packaging Cinéma, c'est-à-dire c'est un format au fait. C'est comme à l'époque les 35 mm, les bobines et tout. Donc DCP aujourd'hui, ça permet quand même d'avoir un fichier de diffusion ou de diffusion d'un film, mais qui est aussi logé sur un serveur, mais qui est vraiment la vraie qualité, parce qu'il y a des DCP de 2,4K et 2,5K, d'autres c'est 4K. Donc c'est pour dire que en termes de format quand même et en termes de qualité, et c'est plus de qualité que ce qu'on va mettre sur les clés USB qui sont juste 1920 x 1080 qui sont du Full HD par exemple. Donc le DCP, c'est vrai que même 1920 x 1080 ça passe en termes de DCP, mais c'est le matériel de projection aujourd'hui. Voilà. D'accord. La question que je vais poser maintenant, on sent à travers la réponse qui a été apportée que vraiment, vous avez des pistes de solutionnement pour, en tout cas, relancer la chaîne donc, de cinéma au Burkina. On a vu, par exemple, dans le domaine du théâtre, il y a un moment, j'allais dire, un groupe ou un collectif d'acteurs donc du domaine du théâtre qui sont allés directement demander une audience au ministre pour leur, voilà, parce que ICM qui a permis donc de tenir, je pense, une édition des Sotigui, je pense. Voilà.
qu'est-ce qui bloque chez vous? Pourquoi? Ou bien c'est pas une bonne initiative que, d'autant plus qu'on a une fédération, une association donc dans le domaine du cinéma. Pourquoi on n'est pas allé et puis voilà, présenter cette audience? Les problèmes ont été identifiés, les solutions pour y aller aussi. Nous sommes jusqu'à aller proposer au ministère, à l'État si vous voulez, d'avoir une billetterie nationale. Quels sont les avantages d'avoir une billetterie nationale? Oui. Mais écoutez, une billetterie nationale, Dayon, il me passe son film pour exploiter dans ma salle. Il n'a pas à s'inquiéter. Il sait qu'il aura les vrais chiffres. Un producteur qui se trouve à l'autre bout du monde là-bas, il envoie son film sans réfléchir parce qu'il y a la traçabilité, il y a la remontée de recettes. Et en même temps, nous, exploitants, ça nous permet de discuter avec l'État aussi pour amoindrir les impôts et taxes qui sont très énormes dans l'exploitation. Ah oui? Ah oui. Ouais. Alors, donc voilà tout... non, je crois que les professionnels ont vraiment donné des solutions à l'État. Et d'ailleurs, le Pazounam le disait tout de suite. La direction générale du cinéma et de l'audiovisuel, qui est toujours sous la coupe du ministère de la Culture, qui n'a pas une autonomie. Mais quand nous échangeons avec eux, ils sont d'accord avec nous, mais ils sont limités. Je crois qu'il faut donner une autonomie à cette direction générale. Pour soutenir ce qu'il dit justement et ajouter, il faut vraiment ce fonds pérenne-là. Je pense qu'en 2013, Blaise Compaoré a fait ce plaidoyer auprès de ses pairs à l'Union africaine et tous les pays ont installé, la plupart des pays ont installé leur fonds pour le cinéma. Le Sénégal est très loin, le Mali a fait 6 milliards pour 3 ans, la Côte d'Ivoire a créé son fonds. Donc il reste malheureusement le Burkina qui donne toujours l'exemple. Voilà. À chaque fois, nous sommes les premiers à donner toujours le temps. Mais il y a eu le milliard pour le FESPACO. Justement, c'est pour ça qu'on parle voilà, on a donné le milliard pour une circonstance. Donc c'est le plaidoyer que nous faisons maintenant avec un certain lobby, c'est d'avoir un fonds pérenne. Voilà. Et si le Burkina qui vend déjà l'image, et si le cinéma qui vend déjà l'image du Burkina à l'extérieur, voilà, pour encore appuyer sur ça, il faut vraiment qu'on puisse avoir ce fonds pérenne-là qui va réellement aider et toute la chaîne, comme l'a souligné mes collègues, toute la chaîne vraiment. Et aussi les chiffres sont très intéressants. Quand il parle de billetterie nationale, et on brasse beaucoup d'argent. Mais quand on parle aux banquiers, bien à l'État, ils ne voient pas réellement l'impact que nous avons dans l'industrie. Voilà, je vois par exemple les chiffres actuellement. Mais on brasse beaucoup d'argent. Si on a cette billetterie-là, on aura vraiment des chiffres pour aller prouver aux Minefit, par exemple, que voilà ce que nous avons comme contribution. Et en ce moment, on peut encore nous faire plus confiance et avoir plus de crédibilité pour réellement aller vers une industrie, avoir un financement qui est digne de ce nom. Voilà, nous, on est pratiquement au terme de l'émission. Voilà, ça passe vite. Le président, ok, oui, un dernier mot. Moi, c'est la main sur le cœur. Je suis très très fier du cinéma burkinabé. Je suis très fier des cinéastes burkinabés. Il y a Michel Zongo qui a eu l'Académie des Oscars et tout. Et surtout même le travail que nous faisons. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Quand quelqu'un s'assoit et puis il crée un scénario, il va produire tout ce qu'on traverse, c'est vraiment très important. Donc, il ne faut pas penser que le cinéma burkinabé c'est rien. Voilà, il ne faut pas nous comparer à Hollywood ou autres. Voilà, nous allons dans la mode dynamique et tout ce qui s'inscrit dans la durée s'inscrit dans la qualité. Merci bien. Voilà, c'est ici qu'on met un terme à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine voilà, pour d'autres actualités culturelles. Ciao.